en Hollande, a annoncé le juge Kuno Trafusser lors de la conférence de mise en état qui s'est tenue jeudi dernier. Des dispositions pratiques ont été arrêtées par le juge pour la bonne préparation de l'ouverture de ce procès, avec notamment des temps de parole bien définis pour chacune des parties. À l'ouverture du procès, les avocats de l'ex-président ivoirien auront 4 heures pour défendre leur position, tout comme la procureure Fatou Bensouda. Les représentants de Charles Blé Goudé, quant à eux, ont estimé que 3 heures leur suffiront, tandis que la représentante des victimes disposera d'1 heure. Les premières audiences de ce procès à la CPI devraient s'achever le 23 mars pour reprendre après les vacances judiciaires de Pâques. Mais avant cette date importante qui retient fort certainement l'attention de tout un continent, et quelques événements d'après-procès, interpellateurs en soi, poussent déjà à réflexion. D'abord, il faut noter que le juge mentionné prend juste ses fonctions au sein de la chambre de première instance 1, en lieu et place du juge allemand Bertram Schmitt, déchargé lui de ses fonctions de juge dans l'affaire. Et le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, selon l'unité des affaires publiques de la Cour pénale internationale. Cette décision rendue le 21 décembre 2015 répondait à une requête de ce dernier qui, pour un problème de calendrier, ne pouvait pas assister aux audiences. Enfin, la demande de la procureure Fatou Bensouda visant à ajourner le procès, à laquelle la Cour pénale internationale, par la voix de son porte-parole Fadi El Abdallah, a opposé le lundi 11 janvier 2016 une fin de non-recevoir. Demande d'ajournement du procès rejetée également par les juges de la CPI, estimant que Fatou Bensouda a eu suffisamment de temps pour réunir ses preuves et préparer ses témoins. Décharge du juge allemand Bertram Schmitt, rejet de la demande de report de Fatou Bensouda par les juges. Que penser de toutes les tractations autour de ce rendez-vous? Ce sera notre premier thème. Le gouvernement camerounais a publié le vendredi 15 janvier au cours d'une conférence de presse le bilan des exactions Boko Haram dans le pays. Et c'est environ 1200 personnes tuées dans les attaques et attentats perpétrés par les islamistes nigérians de Boko Haram dans la région de l'extrême nord depuis 2013, a annoncé le porte-parole du gouvernement camerounais et ministre de la Communication, M. Issa Tiroma Bakari. Au total, 1098 civils camerounais, 67 de nos militaires et 3 de nos policiers ont perdu la vie à la suite des agressions barbares dirigées contre notre pays par le groupe terroriste Boko Haram, a déclaré M. Tiroma. On aura dénombré dans la région de l'extrême nord frontalière et des fiefs nigérians des islamistes 315 incursions des terroristes Boko Haram, 12 accidents sur mine et 32 attentats suicides du fait de ces criminels, a-t-il ajouté. En 2 ans de guerre, le pays a dépensé plusieurs milliards de francs CFA, des dépenses qui pourraient dans les prochaines années avoir des conséquences et faire sombrer le Cameroun, engagé dans un vaste chantier de développement. Le dernier attentat en date remonte à 5 jours seulement dans une mosquée de la région de l'extrême nord et qui aurait fait au moins 13 morts. L'attaque a visé Kouyapé, un petit village de l'arrondissement de Kolofata, proche de la frontière avec le Nigeria. Les fidèles musulmans étaient rassemblés dans les mosquées lorsqu'un kamikaze s'est infiltré et a actionné sa charge explosive en pleine prière de 5h30 selon un responsable sécuritaire. Le kamikaze priait donc avec d'autres fidèles avant la déflagration. L'imam ferait partie des victimes. Problématique, comment en finir définitivement avec les actions suicidaires sporadiques du groupe Boko Haram au Cameroun en particulier, car s'il est vrai que ce dernier est fortement affaibli, il n'en demeure pas moins vrai qu'il reste toujours présent. En troisième partie, nous ferons d'une pierre 2 coups. Nous irons au Bénin où le Premier ministre Lionel Zinsou, également le candidat unique depuis fin novembre 2015 du parti au pouvoir, les forces choristes pour un Bénin émergent FCBE pour la présidentielle dont le premier tour est prévu le 28 février, a surpris plus d'un mardi 12 janvier en ralliant à sa cause 2 partis d'opposition, à savoir le parti du Renouveau démocratique PRD du président de l'Assemblée nationale Adrien Oubedi et la Renaissance du Bénin RB de l'ancien président Nicéphore Soglo. Nous serons simultanément au Burundi où une mission du Conseil de sécurité des Nations Unies dirigée par la France, les États-Unis et l'Angola se rendra du 20 au 22 janvier, suivant en cela l'ultime recommandation d'un mémo adressé au Conseil par le chef des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, le 6 janvier dernier,
et qui a fuité dans la presse dimanche soir, statuant que la situation se dégradait dans le pays avec une hausse des assassinats et des disparitions. Dans un communiqué diffusé vendredi par ailleurs, l'ONU a dénoncé des viols collectifs, une forte augmentation des tortures attribuées aux forces de sécurité au Burundi et la dimension de plus en plus ethnique de la grave crise que traverse le pays. Une fois encore, bonjour mesdames, messieurs, bonjour à tous les blancs, bonjour aux noirs, bonjour à l'Afrique en particulier. Merci de nous rejoindre dans le cadre du grand festin panafricain. Festin panafricain qui nous conduit tout de suite dans les kiosques comme à l'accoutumée pour prendre les grands titres de la presse écrite africaine tels que nous les avons reçus cette semaine. A tout de suite. Bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue à ce round-up de l'actualité africaine. Déroulant en premier le tapis rouge à Abidjan.net et le nouveau gouvernement ivoirien, 9 entrées et puis 5 sortants, pas d'opposants. Quelques surprises, les cadres de certains partis politiques ont été intégrés dans ce nouveau gouvernement, notamment ceux de RHDP, PDCI, RDR, MFA, et puis UDPCI. Cependant, l'opposition ivoirienne n'y a pas été représentée. Un conseil des ministres a eu lieu mercredi. C'est un total de 43 ministres contre 39 pour le précédent gouvernement. Et 4 ministres ont changé de portefeuille. Aussi, 9 personnalités, dont 4 femmes, font leur entrée dans ce nouveau gouvernement. Quand 5, tous des hommes en sortent. Et dont le nombre de femmes passe donc à 9 dans ce gouvernement dit de mission et de combat. Il s'agissait aussi de nouveaux gouvernements au Burkina Faso précisément, avec entre autres cette une du quotidien Le Pays, formation du nouveau gouvernement burkinabé, 29 maçons attendus au pied du mur. Les membres du nouveau gouvernement de Paul Kaba-Tiba sont connus. Ils sont au nombre de 29 et ce chiffre peut faire tiquer d'emblée. En effet, ces propos, l'ancien président Michel Kafando et prédécesseur de l'actuel locataire du palais de Kosiam avait laissé entendre à l'occasion de son ultime message à la nation. Ceci, la transition a fait, je cite, fortune sur le chiffre 29. 29 septembre, le triomphe de la résistance populaire sur le RSP. 29 novembre, organisation des élections. 29 décembre, investiture du nouveau président du Faso et fin de la transition. Quasiment même son de cloche cette semaine en Angola, notamment cette une de Agência Angola Presse. Le chef de l'État a investi les nouveaux gouverneurs récemment nommés. Le président de la République, José Eduardo dos Santos, a investi mercredi à Luanda les gouverneurs des provinces de Luanda, Francisco Higuino Lopez Carneiro, et celui de Kionda, Kubango, Pedro Mutende, récemment nommé par décret présidentiel. À l'occasion, dans une brève intervention, le chef de l'État a félicité les 2 dirigeants pour avoir accepté de diriger ces 2 provinces. Actubenin.com était en mode présidentiel 2016 cette semaine. Le candidat Patrice Talon précisément conforte son avance. Patrice Talon dispose désormais d'une avance certaine sur ses concurrents à la Marina et engrange de précieux points sur les 48 autres candidats enregistrés. Selon beaucoup, quoi qu'on soit l'issue des tractations, les portes de la Marina lui sont presque ouvertes. Prochaine destination, les îles Comores avec Al-Watwan et sa grande une, diplomatie, rupture des relations entre les Comores et l'Iran, l'Union des Comores a fait ainsi le choix dans la semaine de se ranger résolument dans le camp de l'Arabie Saoudite. Dans la crise que le pose au régime iranien, les Comores rejoignent ainsi entre autres la Somalie, le Soudan, Bahreïn et les Émirats arabes unis qui ont rompu le lien diplomatique avec Téhéran. Et puis mettons le cap sur la RDC avec le journal La Prospérité qui a consacré en fin de semaine sa une aux martyrs du pays. RDC, honneur aux inoubliables. Les annales politiques de la RDC retiennent 3 dates au mois de janvier
de chaque année. La première, c'est le 4 janvier pour la commémoration de la journée des martyrs de l'indépendance, tombée en 1959. La deuxième date, c'est bien le 16 janvier 2001, marqué par l'assassinat du soldat du peuple, le président Mzee Laurent Désiré Kabila. Et la dernière est celle du 17 janvier 61, jour du décès de Patrice Emery Lumumba. Des activités sont prévues ce mois de janvier 2016 en RDC en commémoration de ces 3 dates importantes. Kaloum Presse en Guinée s'est investi dans la revendication en fin de semaine avec ce titre. Le syndicat demande la baisse du prix du carburant. L'intercentrale syndicale CNTG-USTG demande la révision du prix du carburant à la baisse. Les deux centrales demandent fixer à 5 000 francs guinéens contre 8 000 francs présentement. Les deux syndicats ont fait la demande dans une plateforme de revendication adressée au gouvernement et datée du 13 janvier dernier. Sur l'une des unes du site gouvernemental de Guinée équatoriale, cette semaine, on a pu lire prestation de serment devant le président de la République. Différentes personnalités de l'administration centrale de l'État de Guinée équatoriale, civile et militaire, ont prêté serment de fidélité au président de la République le 13 janvier au palais du peuple de Malabo. La cérémonie a eu lieu en présence également du premier vice-président de la République, chargé des affaires présidentielles Ignacio Miliam Tang, et des présidents des organes constitutionnels. Toujours en Guinée équatoriale, les décrets ne cessent de tomber depuis ce début d'année. Le site gouvernemental du pays a fait mention cette semaine d'un décret de nomination du personnel juridictionnel et des magistratures. Il s'agit précisément du décret numéro 11/2016 du 12 janvier promulgué par la présidence de la République portant nomination de certains membres du personnel juridictionnel et des magistratures de la Guinée équatoriale. Ces décrets sont intervenus eu égard des circonstances d'essai. Tchad Info a consacré pour sa part ses premières lignes cette semaine à la fonction publique, recrutement de 5065 agents en 2016 par contrat et remplacement numérique. 2000 jeunes seront recrutés à la fonction publique par contrat et 3065 autres par remplacement numérique. Une somme de 5 milliards de francs CFA a été prévue dans la loi de finances 2016 par le gouvernement au titre de recrutement dans la fonction publique cette année. Par ces deux modes, telle est la réponse du gouvernement pour lever l'équivoque sur le gel de l'intégration directe à la fonction publique en 2016 prévu dans le budget de l'État. Boko Haram, le Cameroun a renvoyé plus de 20 000 réfugiés au Nigeria. Et telle était en fait l'une des unes du journal du Cameroun dans la semaine, précisément mercredi. Depuis 6 mois, le gouvernement camerounais rafle et renvoie des réfugiés qui ne sont pas enregistrés au camp de Minawao. La barre de 20 000 rapatriements forcés a été dépassée en ce début d'année 2016. Et puis terminons par les dépêches de Kinshasa qui ont titré « Fonction publique également, révocation à l'appel ». Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a congédié 153 fonctionnaires de l'État, détenteurs des faux titres scolaires et académiques au terme d'un rapport d'enquête effectué dans quelques services publics. De nombreux cas de faux et usages de faux ont en effet été découverts, notamment au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, au ministère des Finances à travers sa branche de la division provinciale de l'ancienne province du Kasaï oriental et dans les différents ministères. Voilà qui m'intéresse à ce round-up d'actualité africaine. Merci d'avoir été des nôtres. Bon débat panafricain à tous. Merci à vous, Amanda et Loka, pour ce brillant résumé des grands titres de la presse écrite africaine. Nous vous avons dit, nous parlerons aujourd'hui du Cameroun qui a été victime encore mercredi dernier de la barbarie de Boko Haram. Et le gouvernement a fait son bilan. Nous reviendrons sur les chiffres tout à l'heure. Pour le moment, nous voulons rendre hommage à tous les soldats qui perdent la vie de ce côté en défendant les civils. Nous voulons penser à un monsieur, justement,
Il se fait appeler le sergent Tex, mais il est passé adjudant depuis le 1er janvier 2016. Nous lui disons bonjour et merci de prendre des risques pour les pauvres citoyens civils que nous sommes. Merci à tous les soldats qui sont de ce côté. Merci à la troupe tchadienne. Merci à toutes les troupes qui se sont unies contre Boko Haram, justement pour la sécurité des civils. Nous avons un programme chargé aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte, ce qui fait que nous irons vraiment au pas de course. J'aimerais introduire rapidement le riche panel qui va m'accompagner durant les prochaines heures. J'aimerais d'abord dérouler le tapis rouge à N'Djamena, parce que nous serons en duplex comme d'habitude. Là-bas nous attend un monsieur déjà qui a pu laisser de côté ses occupations pour nous rejoindre aujourd'hui. Monsieur Kamalo Salif Tourabi, bonjour. Bonjour, monsieur Alain Yetna, bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bonjour les panafricanistes. Nous sommes au rendez-vous de nos activités panafricaines. Aujourd'hui, je suis très heureux également d'être encore là pour que nous puissions parler des difficultés qui minent le continent africain. Et également, je profite de la même occasion de présenter nos condoléances sincères au peuple burkinabé par rapport à l'attentat de ce qui venait de se passer le samedi avec 29 morts, l'attentat qui s'est passé dans la capitale burkinabé, à Ouagadougou, sur l'hôtel Splendide, et que nous déplorons vraiment ces attentats. Également, nous allons également présenter nos condoléances à la communauté camerounaise du nord du Cameroun, d'où nous avons enregistré également les attentats dans la mosquée où on avait perdu également 13 personnes et que Dieu le Tout-Puissant les accorde son leur paradis également. Et je voulais présenter ici, de vous dire que les questions que nous allons aborder aujourd'hui sont liées également d'ordre politique, également d'ordre électoral, mais c'est vrai que nous essayons toujours de donner notre petite contribution pour que les Africains qui nous écoutent, le monde qui nous écoute, puissent avoir la lisibilité des questions qui fragilisent notre continent. Et nous avons constaté aussi que sur le Facebook, les gens ont tendance de minimiser également l'idéologie de la chaîne panafricaine, surtout sur la situation de la monnaie CFA. Et nous sommes complètement déçus de ces frères africains qui mènent un combat anti-panafricain. Je vous en remercie, monsieur Alain Yetna, et nous sommes à votre écoute. Merci à vous, monsieur Kamalo Salif, je veux dire Tourabi. Autant pour moi, vous avez évoqué le Burkina Faso, un autre pays qui a été touché samedi, vous l'avez relevé. Nous reviendrons sur les détails tout à l'heure, certainement en parlant du Cameroun également. Je reviens de ce côté, introduire rapidement les messieurs, les illustres personnalités qui vont m'accompagner. Je commence à mon extrême droite, je vais le dire comme ça, par monsieur, un homme de Dieu qu'on ne présente plus, le pasteur Paul Pondi. Bonjour. Bonjour Alain Michel Yetna, bonjour l'Afrique, bonjour à tous mes copanélistes, bonjour à tous les panafricains qui sont éprouvés de paix dans le monde par rapport à tout ce que l'Afrique vit. En ce moment, le Cameroun et puis le Burkina Faso qui sont attaqués par rapport à ces hommes qui n'aiment pas la vie, qui s'opposent à celui-là qui a conçu l'existence, le maître, le propriétaire légal de l'existence qui est Dieu. Ils se posent et ils mettent fin à des vies et qui ne leur ont rien fait de mal, qui ne connaissent même pas, mais ils s'autoproclament des dieux et ils arrêtent l'existence de ces personnes-là. C'est très grave ce que ces terroristes sont en train de faire. Et cela nous amène à un questionnement parce que, monsieur Alain Michel Yetna, nous constatons quand même qu'il y a certains Africains, effectivement, qui jouent un jeu dangereux. Par rapport à l'histoire du Boko Haram au niveau du Cameroun, je suis, en tant que missionnaire, allé investiguer au Nigeria et j'ai parcouru 7 États au Nigeria. Pasteur, si vous permettez, oui. Nous allons
revenir tout à l'heure pour que oui. vous nous fassiez cette historique, une histoire très intéressante que vous devez oui. justement raconter aux Camerounais. Oui. Pour le moment, moi, puisque vous parlez de Boko Haram, Boko Haram qui finit avec l'hôtel, je crois c'est Madison au Mali, et qui est du côté du Burkina Faso actuellement, vous croyez que Boko Haram est en train de gagner du terrain? Non, je crois que c'est le mal dans sa globalité qui est toujours en train d'agir. Nous ne sommes pas sûrs que, par exemple, ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est le Boko Haram. Nous ne sommes pas sûrs. C'est des terroristes, tout simplement. Et puis, cette histoire où on nous raconte que, je vois même les intellectuels se fourrer dans ce jeu en disant que c'est l'école occidentale et tout. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Au nord du Nigeria, où j'ai été, monsieur Alain Michel Yedna, je vous dis que les enfants, à partir de 8 ans, on leur cherche les maris. 12 ans, ils vont en mariage. Bien sûr. Même au nord du Cameroun, c'est comme ça. Nous allons revenir, Pasteur. Je sens que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Justement, je voulais vous demander si le terrorisme gagnait du terrain. Vous avez répondu à ma question déjà. Merci, Pasteur, d'avoir accepté notre invitation. À mon extrême gauche, cette fois-ci, mesdames, messieurs, j'ai introduit monsieur Paul King. Bonjour. Bonjour, monsieur Alain Michel. Bonjour à tous les co-panélistes. Bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Vous avez constaté que l'année dernière, je n'ai pas été très présent, mais je vous promets que cette année, non seulement je vous présente mes meilleurs voeux pour l'année qui commence, mais je voudrais vous promettre que je serai davantage beaucoup plus présent. Merci beaucoup, monsieur Paul King. Je reviens à mon extrême droite encore pour introduire quelqu'un qui, je suis sûr, vous a marqué, ça c'est sans nul doute, mais manqué parce que ça fait longtemps. Il n'a pas été avec nous également. Le jeune Stéphane Tchoumbu, bonjour. Bonjour Alain Michel Yedna, bonjour copanélistes. C'est un réel plaisir d'être ici ce dimanche pour partager ce grand festin. Je pense que nous, moi particulièrement, il fallait aussi, vous le savez, notre souci de sortie du discours pour celui des actions concrètes. Donc nous étions quand même engagés sur le terrain pour essayer de mobiliser des troupes de plus en plus parce que nous pensons qu'il faut une émergence d'une nouvelle société civile pour que l'Afrique puisse prendre son décollage. Donc vous aviez vu un peu remarquer cette absence, mais nous sommes tous présents et je suis très content de retrouver les grands frères, les chers aînés qui nous ont marqués. Je pense que ce combat, nous le porterons parce que c'est ce que nous avions de plus sincère, de plus vrai en nous, de porter ce flambeau. Parce que nous représentons aujourd'hui l'espoir des Africains, dont notre seul idéal et concept, c'est ne jamais décevoir, jamais trahir, continuer à soutenir cette chaîne et soutenir tous les Africains. Merci. Merci, le jeune Stéphane Tchoumbu. J'aime à le préciser. Jeune de par l'apparence, mais pas dans les idées. Dans les idées, il est loin d'être jeune. Merci Stéphane Tchoumbu d'accepter d'être avec nous encore ce dimanche. Juste à côté de moi, monsieur Simo, l'un des doyens. Bonjour, monsieur Simo. Bonjour, monsieur Yadna. Bonjour à tous les panélistes qui nous regardent. Bonjour à tous les panafricains du monde entier. Je voudrais déjà vous remercier de m'avoir encore invité une fois. Mais je ne voudrais pas rentrer directement et dire quelque chose de très important pour attirer et conscientiser davantage les Africains, parce que tout le temps, on nous reproche sur ce plateau de n'être pas, de pas accepter la contradiction. Je voudrais dire encore une fois, à rappeler à tous ceux qui nous le disent, de savoir si jamais vous êtes dans une équipe, vous avez un entraîneur, vous recrutez des joueurs, s'ils marquent dans votre camp régulièrement, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à fonctionner avec des gens qui vont, au lieu de marquer dans le cadre de l'adversaire, ils marquent dans leur camp. Donc il y a un problème. Et de deux, je vais encore un peu plus loin. Vous êtes dans votre maison. Vous avez des problèmes avec votre femme et les enfants. Un ennemi vient pour vous agresser. Est-ce que vous allez continuer à discuter, à vous battre entre vous, ou bien de contrer l'ennemi avant de résoudre vos problèmes? Je laisse la question aux autres. Et je continue. Vous avez des gens, par exemple, des gens qui vont, enfin les Occidentaux, ils vont vous balancer des os. Comme à des chiens, pendant que vous vous distraitez à croquer les os, ils rentrent et prennent tout ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on va arrêter de courir vers les eaux ou bien on va arranger le problème et affronter les ennemis qui viennent nous s'en prendre à nous? Je dis, il y a un choix. Il faut qu'il y ait un choix idéologique et qu'on se responsabilise parce qu'aujourd'hui, l'unité africaine est une chose extrêmement importante et cette unité est basée sur une idéologie. Je ne souhaite pas que sur un plateau comme celui-ci, qu'au lieu de conscientiser le peuple pour qu'on lutte contre un adversaire qui chaque jour peaufine ses méthodes pour nous
assouvir, on passe le temps à débat, à dire tel est mauvais, tel. Non, c'est pas le moi. Je pense qu'on a un objectif, combattre tous ces gens qui viennent nous prendre toute notre matière première et nous aviler davantage. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Simo. Je reviens juste à côté de moi, à ma gauche, introduire le président Bandakani. Bonjour, président, et merci de nous rejoindre. Merci, Alain Michel Jedna. Je salue la galaxie panafricaine du monde entier. Bien sûr. Je salue mes copanélistes avec beaucoup de chaleur et de respect. Je salue les copanélistes de N'Djamena et les milliards de téléspectateurs. C'est quelqu'un parmi nous dont je me réserve le droit. Je m'interdis de faire à ta place, qui maîtrise les chiffres jusqu'au nombre. Donc je salue mon frère Richard, merci. Et c'est un immense plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, président. Avec vous rapidement, vous avez un sujet introductif que nous allons prendre rapidement. Tout rapidement, je voudrais simplement faire mention du déclassement de certaines archives du département d'État américain qui sont faits là au courant de la semaine. Oui. Ou qu'est-ce qu'on nous dit dans ce déclassement des archives? On confirme tout ce qu'Afrique Média a dit sur la guerre en Libye. Et pendant qu'on nous le disait à l'époque, on nous traitait d'anti-blanc, d'anti-occidental, d'aboyeur. Alors, ce déclassement nous enseigne quoi? Au-delà de tout ce qu'on sait sur les raisons de la guerre en Libye. En plus, on nous dit que on a génocidé 30 000 Noirs. 30 000. Sur la simple base que c'était des Noirs, entre guillemets, fidèles à M. Kadhafi. Et ce génocide s'est perpétré sous la couverture politique d'Hillary Clinton. On le savait. On nous confirme que longtemps avant la rébellion, les forces spéciales occidentales étaient sur le terrain en train de structurer la rébellion. Autre chose grave, c'est que Al-Qaïda a été instrumentalisé comme mercenaire par ses puissances alliées en toute connaissance de cause. Donc, voilà, c'est comme des choses graves. Aujourd'hui, l'Amérique reconnaît ce qu'Afrique Média a commencé à dire depuis très longtemps. Donc, ce statut de chaîne d'avant-gardiste est renforcé par ces révélations, s'il faut appeler ça comme ça, ces révélations, et nous confond dans le rôle que Afrique Média a une longueur d'avance sur tous les autres, et que cette longueur d'avance peut nous créer beaucoup d'ennemis, mais aussi nous donner une immense responsabilité, comme mon ami Simon vient de le dire. Je termine en disant que c'est quand même grave. Dans quel monde vit-on? Que des gens assument ouvertement devant le monde entier qu'ils sont des criminels qui ont détruit un pays, en violant le droit international, si ce droit existe un jour, en saccageant les principes démocratiques, et en allant assassiner non seulement un dirigeant, mais en plus de 30 000 Africains noirs. C'est quand même très grave. Merci. Merci, Président. Il était de bon ton de le préciser. Afrique Média, quand même, a l'habitude de dire des choses qui ne contentent pas beaucoup de gens. Donc, que des rapports comme ceux-ci fassent apparition aujourd'hui, il est important que vous alliez vérifier ce qui a été dit par le président Bandakani pour comprendre le rôle important que... et puis, il a les documents, justement, avec lui. C'est quelqu'un qui parle jamais en l'air, comme tout le monde ici, d'ailleurs. Allez vérifier et vous comprendrez le rôle avant-gardiste, il a dit, que joue Afrique Média aujourd'hui. Monsieur Célestin N'Djamena, bonjour. Bonjour Alain Michel, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Bonjour à tous les panafricanistes, ceux qui ont encore à cœur que l'Afrique est un continent qui a donné naissance à l'humanité. L'Afrique est un continent qui a donné naissance aux mathématiques. L'Afrique est un continent à travers l'Égypte, à travers Memphis, qui a accueilli Pythagore et Thalès, qui ont ensuite répandu les mathématiques en Afrique. Je crois aujourd'hui qu'il est temps que les Africains sachent aujourd'hui que l'éducation mal orientée est un instrument terrible pour avilir les peuples, les Africains notamment, mais l'éducation bien orientée est aussi un instrument terrible pour élever les peuples africains. Donc, il est important qu'on mette l'accent, comme le disait Sankara et surtout Kwame Nkrumah, sur la conscientisation, sur le consciencisme, comme disait Kwame Nkrumah. Donc il est important aujourd'hui que les Africains, c'est vrai, il faut dénoncer quand c'est nécessaire ceux qui veulent notre perte. Il est d'ailleurs normal que les Occidentaux veuillent notre perte. Ils prient pour que nous échouons, que nous soyons éternellement soumis. Mais nous allons aussi prier pour que nos enfants d'Afrique soient éternellement debout pour dire à la face du monde et de l'humanité que l'Afrique restera la mère de l'humanité. J'ai un sujet qui m'a particulièrement frappé parce qu'aujourd'hui on parle de la CPI. Rapidement. Il est important de dire aux Africains aux chefs d'État qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment, de sortir, de quitter la CPI. Ça ne peut pas devenir une machine pour nègres, une machine raciste,
Il faut qu'on prenne conscience de cela. Ces chefs d'État sont la vitrine des peuples africains. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont une responsabilité historique vis-à-vis des peuples qui les ont élus. Donc il est indispensable qu'ils se rassemblent, qu'ils se réunissent pour dire non à ces pays qui est devenu une machine raciste. Aujourd'hui, il est clair qu'un homme qui a résisté à l'assaut des Occidentaux, qui a résisté à l'ennemi, se retrouve seul, coincé à la CPI. Et donc, d'ailleurs, les juges ont dit qu'il y avait insuffisance de preuves, aujourd'hui qui est traqué. Donc, il est important que les Africains, à travers Gbagbo et les autres, prennent conscience que ce n'est plus Gbagbo en tant qu'Ivoirien, c'est Gbagbo en tant qu'Africain. Et ce qui touche aujourd'hui la Côte d'Ivoire va toucher demain toute l'Afrique. Donc, toute l'Afrique doit faire chorus autour de cela. Et puis, il y aura bien entendu d'autres combats qui vont suivre sur ce champ-là. Merci, monsieur Diamène, pour ce message clair. Nous allons parler tout à l'heure de Laurent Koudou Gbagbo. Je viens de ce côté rapidement à mon extrême gauche cette fois-ci, introduire un autre monsieur. Il s'appelle monsieur François Bikoro. Lui également, on ne vous le présente plus. Bonjour, monsieur François Bikoro. Bonjour, monsieur Yedna. Bonjour à l'Afrique. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il avait un sérieux problème avec les chiffres exacts. Depuis que le N'Djamena a pris le relais et fait concurrence avec Douala, Malabo et la Belgique où se trouve Luc Michel. Depuis que 17 télévisions arabes ont décidé de faire chorus avec Afrique Média, je vous annonce aujourd'hui que nous sommes 2,191,013 téléspectateurs qui regardent votre cravate et surtout vos lunettes et qui sont contents que nous constituions ici ce dont l'Afrique a besoin, c'est-à-dire une image où on a les vieux et les jeunes, les générations intermédiaires, les riches et les pauvres, mais surtout toutes des personnes qui ont un seul objectif, sauver l'Afrique de ce que les autres ont voulu la rendre, c'est-à-dire un continent qui n'est là que pour aider les autres à s'enrichir et à s'engrossir sans que lui-même puisse en profiter. Merci beaucoup, monsieur François Bikoro. Vous l'avez compris, hein, c'est de lui que parlait le président Bandakani tout à l'heure. Vous restez avec nous parce que tout à l'heure, nous allons parler justement d'Afrique Média, de son développement qui est vraiment engrangé en cette année, en ce début d'année 2016. Vous allez nous donner encore des précisions et nous allons regarder des images justement qui viendront étayer vos propos. Pour le moment, j'aimerais introduire un autre monsieur qui nous a manqué. Il était déjà là avec Mohamed Bachir Ladan vendredi, tout comme monsieur François Bikoro et le reste. Il s'appelle Jean de Dieu Haïssi, que vous apercevez déjà sur vos écrans. Bonjour, monsieur Jean de Dieu Haïssi. Alain Michel Yedna, vous êtes ce que l'Afrique devrait être, c'est-à-dire une émergence en manifestation de la compétence. Permettez-moi de permettre donc que l'Afrique soit en train de rire et de sourire en ce moment avec ce que vous faites comme prestation. Bonjour. Bonjour Jean de Dieu. Ici, nous allons parler de beaucoup de sujets. J'avoue là devant les téléspectateurs que je suis flatté de ce que vous venez de dire. Voilà pourquoi je suis tout souriant. Nous allons parler de Boko Haram. Vous êtes Camerounais. Boko Haram a frappé encore mercredi dernier. D'abord, je voudrais, avec votre permission, féliciter un homme. Il est la prééminence institutionnelle et diplomatique de Yaoundé. Je déclare ici et j'assume qu'il a gagné la guerre contre les assaillants internationaux, l'armée internationale, qu'on appelle l'école occidentale, est un péché, Boko Haram. Même s'il y a encore le dernier bilan, vous l'avez, 15 attentats en 3 semaines. Vous avez fait le bilan, je ne le fais pas à votre place. Il y a eu de 2013 jusqu'à aujourd'hui 1098 civils tués. Il y a eu 67 militaires et 3 policiers. Vous êtes journaliste, vous avez fait ce bilan. Et donc je salue M. Paul Biya. Je ne le salue pas parce qu'il a réussi à faire tuer ces criminels tueurs. Je ne voudrais pas vous rappeler que Amnesty International et d'autres organisations non gouvernementales qui seraient en quelque sorte les Boko Haram du point de vue psychologique, intoxicateur, et c'est une forme de Boko Haram. Je le salue surtout parce que, voyez-vous, moi je viens de Yaoundé, il a instauré une politique publique. Cette politique publique-là,
c'est celle d'assainissement des mœurs. Nous, les journalistes, nous l'avons appelée Opération Épervier. Et grâce à l'Opération Épervier, nous sommes en train de découvrir que beaucoup de choses peuvent changer, mais certaines personnalités au contrôle supérieur de l'État et dans la justice ne nous permettent pas de rêver davantage. C'est pour ça que, avec votre permission, je console une dame qui souffre d'une agonie atroce. Elle ne peut pas rentrer dans son pays. Elle travaille au consulat du Cameroun à Marseille. Elle, c'est Lucie Jenes Alima Mbalandono. Mais je crois que la justice camerounaise lui fait la promesse. Merci beaucoup, monsieur Jean de Dieu. Ici, je ne peux pas sortir sans vous féliciter. Vous féliciter par rapport à votre nouveau poste de directeur général d'une chaîne, je pense elle est radiophonique, toujours du côté du Cameroun, à Yaoundé, je crois, Royal FM, si je ne me trompe pas. Moi aussi, je suis très honoré et flatté, voyez-vous. Ma mission était terminée quelque part. Et évidemment, un révérend pasteur, il s'appelle Bissaï Emmanuel Noël. Il est le président du groupe, le groupe de la Réserve nationale pour l'épargne et provision. Il a eu la grosse idée de prolonger l'éducation de la jeunesse et des peuples à travers cette nouvelle radio, Royal FM 92.1. Il a estimé que je suis une modeste personne qui peut accompagner la grande jeunesse. Il y a une jeunesse qui vous ressemble là-bas à Yaoundé. Bien sûr. Et donc, je suis le parent aîné. Félicitations. Je vous remercie. Eh bien, nous avons un autre invité à vous introduire ici. Lui, c'est le sage. Et je vais l'introduire tout à l'heure parce qu'il est parmi nous, Père Noah Sadio. Pour le moment, j'aimerais repasser la parole à M. François Bikoro. Je vais vous parler d'Afrique Média qui est dans une dynamique d'évolution. Il a les mots pour le dire. Donc, je vais tout simplement repasser la parole. M. François Bikoro. Monsieur Yedna, nous avons souvenance que dans les années médiévales, millénaires, dans sa relation avec le monde occidental, que l'on appelle le monde judéo-chrétien, la grande Chine avait eu la chance en son temps d'avoir pour guide Mao Tse-tung. Et dans sa volonté de refondation, Mao Tse-tung est devenu Mao Zedong. Pékin, qui avait été proclamé en son temps, est redevenu Beijing. Il avait lancé ce qu'on appelle là-bas la Grande Marche. Sur 6000 km, dont lui seul savait quel était l'itinéraire et la distance. Et à chaque hameau, chaque bosquet, chaque vallée, chaque plaine, chaque montagne, un certain type de personnes rentraient dans la marche. Beaucoup croyaient que c'était pour 2 ou 3 kilomètres, d'autres pour 10 kilomètres, et ne se préparaient pas en conséquence pour faire la longue marche. C'est ainsi que, à chaque strate, lorsqu'on trouvait quelqu'un assis au bord de la route, fatigué parce qu'il n'avait pas eu les provisions nécessaires pour faire la longue marche et la grande marche, quand on lui posait la question de savoir pourquoi tu es assis au bord de la route, il disait, ceux qui continuent là, c'est les voleurs, c'est les bandits, c'est les achetés, c'est des gens qui ont été pris ici, qui ont volé l'argent, qui sont en train de fuir. Je vous fais ce parcours pour que vous compreniez quel était le parcours d'Afrique Média à la naissance. Afrique Média qui est dans un consortium de jeunes intellectuels qui ont compris qu'il ne fallait pas faire rupture avec la vieille garde, avaient donc décidé de faire la longue marche de la conscientisation de l'Afrique. Mais on a commencé à lui faire des jugements de valeur. Ils sont mal habillés. Ils n'ont pas de grosses voitures. Ils n'ont pas de compte en banque. Ils ne vont pas à Paris. Ils ne sont pas dans les marches de soutien. Ils ne sont pas démocrates. Ils ne sont pas dans la liberté. Ils n'aiment pas l'homosexualité. Ils adoubent ceci. On a dit non. Afrique Média, comme son nom l'indique, c'est un média de l'Afrique qui veut faire un pont entre ceux qui proclament aimer l'Afrique et les Africains eux-mêmes. Entre les Africains eux-mêmes, parler de l'Afrique aux Africains, parler de l'Afrique aux autres. Et à un moment donné, nous avons failli tomber dans ces pièges. C'est-à-dire que nous avons entendu la rue nous dire, il ne faudrait pas que vous soyez bien habillés.
Nous avons entendu les décideurs dire il ne faudrait pas que vous soyez mal habillés. À la fin, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence que vous constituez. Nous sommes des sacrifiés d'une génération. La génération 60-2015. Nous avons décidé de donner notre sang et de notre vie pour que plus jamais ce qui nous est arrivé, qui est arrivé à nos parents, ne nous arrive. Et pour cela, M. Yetna, il était de bon ton que le management d'Afrique Média vous donne les moyens de nous permettre de nous exprimer. Y a-t-il meilleur moyen qu'un environnement de travail décent? Nous n'avons pas voulu tomber dans ce piège. Des gens qui disent, ils aboient, ils parlent parce qu'ils ont pris des millions chez tel chef d'État. D'ailleurs, vous allez voir demain, ils sont assis dans des bureaux cossus. Oui, pour parler à l'Afrique, nous, on peut marcher à pied comme dans la grande marche. Mais vous êtes d'une génération de nouvelles technologies, de l'information, de la communication. Vous êtes d'une génération où tout brille et tout va bien parce que vous êtes intelligent. Nous avons donc décidé de mettre à votre disposition un environnement de travail qui sied à votre génération. Bien entendu. Et le siège futuriste d'Afrique Média a un bon ton. Il y a un ton de la valeur historique. Il y a un ton de la valeur morale. Voilà, ici où nous parlons aujourd'hui, a une histoire avec ce que vous avez décidé de nous aider à faire, c'est-à-dire communiquer. C'est ici à Douala, Mbanda Kani ne va pas me démentir, qu'un homme avait décidé, les bandeaux aux yeux, de dire à la première génération de colonisation qui nous a abattus ici, la colonisation allemande. Douala Mangabel avait dit ce jour-là, à l'allure où vous nous demandez d'aller à la mondialisation, d'être ensemble, si c'est cette méthode que vous utilisez, vous n'aurez jamais le Cameroun. Et il parlait du Cameroun, Afrique en miniature, donc vous n'aurez jamais l'Afrique. C'est ici à Douala qu'on a donc décidé d'implanter le siège d'Afrique Média, le siège international. Je ne veux pas parler de ce qui se trouve à l'intérieur. Je voudrais seulement dire, à travers les images que vous allez voir tout à l'heure, que ce que vous voyez à Douala, vous le verrez à Yaoundé. Ce que vous verrez à Yaoundé, vous le verrez à Marabo, vous le verrez à N'Djamena. Parce que le vrai de vrai n'est pas d'aller, mais de savoir où aller. Et ceux qui savent où ils vont préparent la monture. Bien sûr. Ce que vous allez montrer en image tout à l'heure fait partie de l'une des montures que vous allez utiliser pour conduire la grande marche. C'est de la continuation de l'Afrique qui va libérer l'Afrique et les Africains. Vous comprenez pourquoi j'ai tenu à ce que ce soit ce monsieur qui vous fasse un bref historique de ce qu'est réellement Afrique Média. Il a les mots pour le dire et chaque mot est à sa place. Il n'est pas déplaçable. Il a été choisi avec minutie. Il a tout dit. Nous allons vous montrer tout simplement les locaux de Douala. Moi, je n'ai plus rien à dire. Avant de revenir ici, vous introduire d'autres personnes qui ont décidé d'être avec nous cet après-midi. À tout de suite. C'est un joyau architectural. C'est ainsi que de manière unanime, tous ceux qui ont visité les nouveaux locaux en installation d'Afrique Média à Douala l'ont qualifié. Vous me permettez d'abord de faire remarquer qu'il y a le poids des actes, mais aussi le choc des symboles. Il faut dire à tous les panafricains du monde entier, à tous les Africains qu'ici, où se trouve le siège futuriste de la chaîne panafricaine Afrique Média, est le lieu mythique où, il y a de cela près de 100 ans, un natif du Cameroun, en l'occurrence Rodolphe Douala Mangabel, avait dit non pour la première fois à la colonisation à l'Allemagne. Lorsqu'on l'avait assassiné sur cette terre des Douala, il avait dit aux Allemands, à l'allure où vous voulez nous enchaîner dans cet esclavagisme de bon aloi, je puis vous dire que vous n'aurez pas le Cameroun. C'était le symbole du panafricanisme qui naissait. Maintenant, le poids des actes. Vous savez qu'Afrique Média a toujours été perçue comme une chaîne, la première dans le monde entier, qui soit ancrée dans la population, et les uns avaient confondu ça avec le populisme. C'est pour cela qu'en son temps où se trouvait Afrique Média, certains contentés avaient estimé qu'en réalité c'est la chaîne des gens qui sont dans la population, ce qui n'est pas un délit. Mais on avait aussi oublié que dans la jonction que nous voulons faire entre les décideurs et la volonté populaire, il faille bien que ceux qui sont les acteurs de cette jonction historique, c'est-à-dire les journalistes,
les caméramans, les techniciens, les preneurs de son et toute l'armada mondiale de ceux qui nous aident à parler à l'Afrique, à parler au monde. Et ils ont droit à un cadre de travail adéquat. Un cadre de travail où il fait bon vivre. Et c'est pour cela que je m'en vais ici, comme on ne félicite pas les meilleurs, constater à l'endroit de ceux qui ont cru à Afrique Média qu'effectivement le reproche qui aurait pu nous être fait à Malabo, à N'Djamena et à Douala est en train d'être réparé. C'est-à-dire permettre à vous, le panafricain par excellence, c'est-à-dire le présentateur vedette d'Afrique Média, chaque matin, chaque soir, 24 heures sur 24, d'avoir l'illusion que quand on sert l'Afrique, il faut que l'Afrique se souvienne qu'elle doit aussi vous servir. Je chapeau donc au promoteur, au manager d'Afrique Média qui est passé à un cran supérieur en mettant à votre disposition ce cadre futuriste pour que davantage les écueils, les obstacles que nous avons rencontrés ces 4 dernières années, cet endroit va vous galvaniser pour que vous donniez le meilleur de vous-même. J'ai même plutôt peur, Mohamed Bachir, là-dedans, c'est à vous que je parle maintenant, parce qu'il peut arriver que votre jeunesse, heureusement que nous avons moulé, votre subconscient professionnel, à savoir que le chemin est long, j'avais peur, disais-je, qu'une fois que vous allez entrer ici, que vous vous comportiez comme ces jeunes que j'ai rencontrés à Paris, que ces jeunes que j'ai rencontrés à Londres, que ces jeunes que j'ai rencontrés à New York, qui croient que le paraître doit dépasser l'être, que l'avoir doit se mettre au-dessus du savoir. Dieu merci, vous n'en faites pas partie. Maintenant, je viens de visiter Moi, je ne suis pas celui qui peut vous donner un point de vue simple, parce que je suis d'abord moi-même professionnel, mais je suis ambassadeur. Je crois que je ne vais pas extrapoler, parce que ce que j'ai vu se faire à N'Djamena, ce que j'ai vu se faire à Malabo, ce que je vois se faire aujourd'hui ici à Douala, je crois que quand Luc Michel, chez qui on est en train de mettre la même chose, va apprendre ce qui est ici, ça va donc susciter un engouement populaire mondial envers le travail que nous faisons. Je crois qu'au lieu de tirer un coup de chapeau au PDG d'Afrique Média, parce qu'on ne félicite pas les meilleurs, je veux simplement lui dire d'aller de l'avant. Parce qu'il vient de nous prouver à suffisance que la confiance en laquelle le monde entier a mis en lui, les défis qu'il s'est donnés pour que l'Afrique soit libérée, on vient de se rendre à l'évidence que qui sait où aller, c'est effectivement quel type de monture il doit avoir. Et nous sommes justement devant l'une des montures qui nous permet d'aller très loin. Merci à Afrique Média de nous avoir permis de vivre en quelques années cette métamorphose à laquelle nous appelons les Africains à se mettre en place. Merci aux journalistes, aux techniciens et à toutes les personnalités qui font confiance à Afrique Média et viennent se rendre à l'évidence que si elles nous disent merci chaque jour, si elles nous encouragent, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de matériel. Parce que le matériel que j'ai vu à l'intérieur là, c'est dommage que vos caméras ne l'aient pas montré, c'est le matériel dernier cri. Je crois que les zones d'ombre et tout ce que nos contenteurs ont voulu mettre sur notre chemin, c'est déjà réglé. On peut être sûr maintenant que quand on appelle de New York, quand on appelle de Londres, quand on appelle de Kolofata de Maïdougouri, pour dire qu'il y a un Boko Haram qui est en train de passer dans un village, ce sera à la vitesse supersonique parce que personne n'est rien aujourd'hui sans les communications. Parce que la guerre de demain, c'est la guerre des télécommunications, c'est la guerre de la communication. Et nous qui avons décidé de faire la guerre contre l'iniquité internationale, nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir le type de matériel qu'on a ici à l'intérieur. C'est la manifestation de la volonté. Vous savez, lorsque vous avez la volonté, lorsque vous avez prononcé le verbe qui va vers le sens de la magie de la pensée, vous pouvez arriver aux grandes réalisations. Et je crois que lorsqu'on parle de chaîne de télévision, il faut d'abord observer par l'extérieur le contenant avant d'aller apprécier le contenu. Et nous, on avait certainement commencé avec le contenu, c'est-à-dire la grande idéologie qui a réussi à traverser les frontières de la conscience, qui a traversé les frontières physiques, les frontières des États. Et aujourd'hui, personne ne peut imaginer, ne peut dormir sans se rappeler qu'Afrique Média n'est pas seulement un cauchemar, c'est une réalité. Et parmi les réalités vivantes, on peut être en train d'apprécier un tel investissement. Vous voyez, c'est une structure, c'est une infrastructure. Et donc, c'est un endroit qui appellera certainement notre conscience à agir. Je parle des consciences économiques, je parle des pouvoirs publics, des nations, je parle des nations africaines. Je crois que c'est un investissement qui va permettre, n'est-ce pas, que les autorités, que ce soit du Cameroun, que ce soit de tous les pays d'Afrique, comprennent au sérieux
et le promoteur et ceux qui revendiquent la défense et la promotion de l'idéologie d'une telle chaîne. Une chaîne de télévision, qu'on ne vous trompe pas, c'est d'abord des infrastructures. C'est d'abord ce contenant avant d'aller apprécier la dimension du contenu. Et donc, je suis frappé par une forte émotion. Je suis frappé par une impression très positive. Et une fois de plus, je pense qu'il faut réserver et l'admiration et les félicitations à celui qui est le moteur de cette grande aspiration, de ce grand projet. J'ai nommé le président général, directeur général. Je pense qu'il mérite nos félicitations et notre admiration en un mot comme en mille. Bien, je pense que les choses parlent d'elles-mêmes. L'année 2016 est une année de récompense. Le disait le président américain Barack Obama lors de son intervention, lorsqu'il lançait un peu les vœux au monde entier. Et répondre à votre interrogation sur mon impression par rapport à cet immeuble que nous avons visité, je pense que, Bachir, j'ai fait beaucoup de pays européens. J'ai visité la maison de radio à Paris, où d'ailleurs j'ai fait mes stages à Radio France Internationale. J'ai fait des stages du côté de France 24 et la maison française de la télévision. Il n'y a pas une différence parce que lorsque vous voyez par exemple les box, je pense que tout à l'heure on va nous montrer un peu ces images où chacun aura où travailler, faire son montage, faire sa rédaction. Je pense que la chaîne panafricaine aujourd'hui, Afrique Média, est une chaîne que l'on doit compter avec elle dans le monde. Et je ne voudrais pas peut-être terminer mon intervention sans pourtant donner un coup de pouce, n'est-ce pas, à la personne qui a émise cette idée de mettre en œuvre vraiment cette œuvre de construire un tel immeuble. Mais cet immeuble n'est pas seulement sur aujourd'hui parce que le peuple africain et le reste du monde vont découvrir exactement des œuvres qui seront faites peut-être désormais à Malabo, à N'Djamena aujourd'hui. Et que ceux qui vont travailler, surtout dans cet immeuble, je sais que ce sont des professionnels parce que Afrique Média aujourd'hui a des meilleurs techniciens. Nous avons vu des installations numériques. On a fait une visite guidée avec le technicien, donc le français Sébastien d'ailleurs, que vous avez déjà peut-être écouté ici et qui vous a fait le briefing bien sûr de son travail. Et ce que je voudrais également souhaiter ici, c'est que le PDG, le président directeur général d'Afrique Média, vraiment que le Seigneur le bénisse de plus en plus afin que la jeunesse africaine puisse en bénéficier bien sûr de cette œuvre. Je suis surpris vraiment par cet investissement. Je vais répéter ce que j'ai dit en Aoussa en disant que si les gens avant prenaient ça comme un jeu, qu'ils sachent que vraiment ce n'est pas un jeu. Vu l'investissement qui est fait ici, tout le matériel de dernier tri qui a été vraiment acheté par le propriétaire, je pense que c'est du sérieux qui est mis à l'intérieur. Il va falloir que les gens prennent ça au sérieux. Et ensuite, j'attire l'attention de nos panélistes de vraiment chercher les informations avant de venir les diffuser ici dans les antennes. Parce que les gens pensent que Afrique Média, c'est une chaîne qui dit la vérité crue. On ne fait pas le détour, mais il faut que ce soit vraiment une vérité vraie. Nous sommes venus, nous avons constaté, nous avons observé et nous confirmons aujourd'hui qu'Afrique Média n'est pas cette Afrique-là qui va mourir demain, mais qui va mourir avec l'histoire. C'est comme Hegel l'a si bien dit, n'est-ce pas, la fin du monde, c'est la fin de l'histoire. Aujourd'hui, Afrique Média est hissée, n'est-ce pas, profondément ancrée pour développer, pour permettre à ce que le plus petit, n'est-ce pas, comprenne l'histoire de l'Afrique, soit comprenne effectivement que le panafricanisme est déjà né et il ne va pas mourir. Il va toujours dire la vérité, il va éveiller, il va conscientiser et il va permettre à ce que l'Afrique se développe avec l'Afrique Média. La visite guidée conduite ce jour par Martin Ningaye a permis aux différents visiteurs d'apprécier à sa juste valeur les deux bâtiments qui abriteront les bureaux administratifs et le centre de production.
On va aller maintenant au deuxième étage, afin de visiter l'autre plateau. Ouais, ils sont en plein travaux. Hein. Bonjour madame. Okay. Excusez-nous du dérangement, hein, on voulait faire visiter un peu. Ok. Bon, le service de nettoyage, ça sert à s'assurer que tout est propre et qu'on puisse travailler dans un environnement sain. Ici, on aura un côté qui sera pour les techniciens de production, dont les monteurs, etc. Une construction futuriste, comme le décrit le maître d'œuvre de cette merveille. Je suis Eone Massango Prosper, PDG de l'entreprise Ewe Construction. Je fais dans le génie civil, les travaux du bâtiment, les travaux publics. Mes bureaux sont basés au Cameroun. Cameroun, Douala. Je suis très content de cette opportunité dont Afrimedia m'a accordé aujourd'hui. Ça fait peut-être 2 ans où nous sommes en train de travailler sur le projet Afrimedia. Donc les études nous ont pris pratiquement 6 mois. Réalisation des travaux, pratiquement 14 mois. Et comme vous avez pu constater avec les images que vous avez prises de gauche à droite, vous avez vu la qualité des travaux. TV International, entreprise partenaire d'Afrique Média, n'a ménagé aucun effort pour mettre à la disposition de la télévision panafricaine un matériel de dernière génération, facilitant ainsi le passage de l'analogique au numérique. La société TV International, effectivement, pour Afrique Média, a installé de nouveaux matériels, plateaux de télévision avec régie et régie de diffusion. Ceci s'inscrit dans une première phase de déploiement pour Afrique Média, c'est-à-dire à Douala, puis dans une phase 2 à Malabo, puis une phase 3 à N'Djamena. Chaque site sera équipé à peu près de la même façon, c'est-à-dire que nous aurons une régie de diffusion d'un côté et une régie de plateau de l'autre côté, où on mutualise une partie des équipements, ce qui nous permet d'optimiser les moyens et surtout d'améliorer la qualité d'émission des plateaux de réalisation. Kit de récepteurs HF qui nous permettent de prendre sur le plateau de télévision les invités avec des micros HF. Nous avons une solution de grille vidéo, tout SDI numérique, solution de réseau, de stockage, mélangeur vidéo, TriCaster en l'occurrence, 8 entrées. Et ici nous avons la console des ports de pilotage du TriCaster, du mélangeur vidéo, son écran informatique, nous avons les retours des caméras de plateau, système d'intercom pour pouvoir communiquer avec les cadreurs sur le plateau, avec le réalisateur. Et enfin ici le poste d'Ingé Vision avec sa console audio. Voilà. Oui, là on va avoir vraiment une grosse amélioration en termes de qualité puisqu'on passe de l'analogique au numérique en augmentant les résolutions, c'est-à-dire en passant en HD. Voilà. Ça vient compléter une partie des équipements que Afrique Média avait avant. Simplement, on va pouvoir profiter pleinement de la qualité des matériaux qui étaient avant utilisés. Puisque toute la chaîne n'était pas numérique. Et là, toute la chaîne va être numérique et HD. Voilà. Ce qui n'était pas le cas avant. La deuxième phase, c'est plutôt le déploiement d'Afrique Média sur des sites comme Malabo, ou la création de l'équivalence de Douala, mais à Malabo, et enfin à N'Djamena, qui seront la phase numéro 3 pour terminer. Et comme le bon Dieu sait si bien faire ces choses, la visite a coïncidé avec l'une des heures des prières des fidèles musulmans présents sur les lieux.
Occasion pour l'imam Cheikh Yakoubou de bénir cette nouvelle maison et tous ceux qui y entreront afin que le rêve d'une Afrique libre se réalise enfin. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Le monde, c'est nous. Ben voilà, ce qui a été... c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de mots également, hein, ce qui a été dit ici sur ce plateau par M. Bikoro. C'est traduit en images et vous avez regardé, c'est son commentaire donc. Je suis la première personne fière de ce que je viens de voir, de ce que je viens de regarder. Mais je ne suis pas seul, les téléspectateurs ont déjà commencé à réagir. Je vais prendre d'abord un message et tout à l'heure je reviendrai sur les autres parce que nous devons vraiment filer, nous avons d'autres panélistes. Nos félicitations pour les nouveaux locaux acquis. Soyez professionnels, prudents et surtout beaucoup de sagesse et de diligence. C'est Ango Ndong Jean Hervé qui nous écrit depuis le Gabon. Merci Ango Ndong Hervé. Nous revenons donc pour ceux qui auront raté ces images. Elles reviendront certainement dans la semaine et surtout dans la rediffusion de ce même débat panafricain dès demain dans l'après-midi. Je vais introduire l'homme dont j'ai mentionné le nom déjà tout à l'heure. Je le disais, c'est le sage, le doyen, même des doyens, le père Noah Sadio. Bonjour. Bonjour Alain Yedna, bonjour à l'Afrique. Alain Yedna, j'aurais aimé que Paul Ménessier soit là aujourd'hui parce que c'est lui qui m'a introduit dans cette maison. Et le patron de cette chaîne me disait toujours, et aux autres, soyez patients. La vie, c'est la patience. Je viens de voir pourquoi il me disait cela. Et je suis très fier. Et Bikoro m'a comblé. Il y a, dans l'aventure ambiguë de Ousmane Samben, il y a un certain monsieur qui disait à Tchekoura, mon bonheur aujourd'hui pour la journée est assuré. Parce que Tchekoura lui avait dit qu'on va aller en grève. Parce qu'on est maltraité. Donc le mot grève là, lui a plu à Kies, dans les bouts de bois de Dieu, si tu lis ça. Ouais. Il disait, mon bonheur pour la journée est assuré, parce qu'il y a grève. D'accord. Car j'ai rencontré toi, le français des colons. Moi, mon français est comme ça, il est baroque, il est terre à terre. Donc ce que j'ai vu ici me comble d'aise. Et je crois que encore mon neige était depuis la semaine passée. J'ai vu, vendredi, je crois, j'ai vu Bandakani. J'ai vu M. Nkin, Simon est là toujours, et surtout j'ai appelé M. Bikoro, il m'a dit je saurai, et M. Haïti. Ouais, c'est un combat très compliqué. Et nous sommes des frères. Bien sûr. Et vous avez fait comme l'Afrique fait, régler les problèmes à l'arbre à palabre, sous l'arbre à palabre. Nous sommes des frères. Je veux que vous le sachiez. Celui qui nous a mis ici, et j'ai vu Parfum d'Homme aussi, celui qui nous a mis et donné l'opportunité, ne nous a pas menti. Merci, voilà. Merci Père Sadio. Je suis très content et je salue N'Djamena de tout cœur. Bien sûr. Malabo, ceux qui, dans l'ombre, nous aident à s'épanouir. Merci, Père Sadio. Merci de nous faire don de votre présence encore aujourd'hui. Je reviens pour faire le tour complètement, introduire un autre monsieur, monsieur Jules Diaoui. Bonjour. Bonjour Alain Edna, bonjour à toute l'Afrique. Avant de commenter l'image que je viens de voir, je vais adresser mes vives salutations et mes vifs remerciements aux autorités du monde qui ont décidé de lever l'embargo contre l'Iran. C'est la preuve que nous repartons vers la règle des équilibres. C'est la preuve que le combat que nous menons sur Afrique Média porte ses fruits pour un monde libre dans l'équité. Pour revenir à ce dont nous venons de voir, ça, c'est le fruit du sacrifice de 4 années de longue bataille
Oui, vous avez souvent lu dans les réseaux sociaux. Certains ont quitté la barque au prétexte qu'ils n'avaient pas de quoi prendre le taxi, mais dans tout combat, il faut du sacrifice. Nous avons estimé qu'on ne pouvait être fort que si nous avions des acquis. Et ce bâtiment, cet illustre bâtiment, ce joyau architectural que vous venez de voir, c'est la propriété d'Afrique Média. C'est ça notre capitale. C'est le fruit du labeur de tous ceux qui ont contribué depuis 4 ans à structurer Afrique Média. C'est le fruit du labeur, des sacrifices, le résultat des sacrifices que nous avons tous consentis dans le combat, ce combat pour libérer l'Afrique. Et il fallait cet outil, il fallait ce bâtiment. Et soyez-en calme, comme l'a dit l'ambassadeur Bikoro, la métamorphose ne fait que commencer. Après Douala, il y a N'Djamena, il y aura le Soudan, il y aura l'Angola. Et nous finirons à moyen terme par faire ce que les Occidentaux ont fait avec leurs médias sur notre continent. Mais la seule différence, que nous allons d'abord contrôler notre continent avant d'aller à la conquête du leur. Parce que l'avenir, c'est l'Afrique. Et Afrique Média va guider ce développement de l'Afrique. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, de près comme de loin. Merci à tous ceux qui ont fait ce sacrifice. Vive l'Afrique, vive Afrique Média, vive le combat. Merci beaucoup, monsieur Jules Diawé. Vous avez dû le constater, hein. Nous avons encore du chemin. Ils sont nombreux sur ce plateau. Il y en a un seul qui nous attend pour le moment du côté de N'Djamena, M. Kamalo Salif Tourabi. Il faudrait que nous allions très vite. Et cela me permet, sans autre forme de procès, donc, d'introduire le premier élément. Nous allons parler du procès Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Nous sommes à moins 11 jours du fameux procès qui va mobiliser toute l'Afrique, qui va mobiliser la Côte d'Ivoire en particulier. D'ailleurs, je reçois des messages qui me disent que toute la Côte d'Ivoire est scotchée. Nous allons dire merci également à une autre dame, Nadège Gouigny, qui nous a préparé un élément qui va nous permettre de planter le décor. On reviendra juste derrière, justement, pour ouvrir le débat. Et vous resterez des nôtres, justement, parce qu'on attendra également vos appels et vos participations. À tout de suite. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Gbagbo Koudou Laurent et son fils spirituel Charles Blé Goudé sont toujours dans l'attente de leur procès à La Haye aux Pays-Bas. Selon des sources bien introduites au sein de l'institution pénale internationale, les premières audiences du procès à la cour de l'ancien président ivoirien et de l'ex-leader des Jeunes Patriotes et ex-président fondateur du COJEP devraient se dérouler le 28 janvier prochain pour s'achever le 23 mars 2016 et reprendre après les vacances judiciaires de Pâques. Une audience de mise en état a par ailleurs eu lieu jeudi à la Cour pénale internationale pour discuter des préparatifs du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et selon le porte-parole de la Cour, Fadi El Abdallah, les questions procédurales ont été évoquées au cours de la dite audience. Mais à quelques jours du dernier deadline, la procureure Fatou Bensouda multiplie les tractations en vue d'un nouveau report de ces audiences. Mais pour les juges de la CPI qui ont rejeté sa requête le 6 janvier dernier, pas question de nouveau report. Ces derniers estiment que la procureure a eu suffisamment de temps pour réunir ses preuves et préparer ses témoins, soulignant que selon certaines indiscrétions, Mme Fatou Bensouda aurait été lâchée par ses faux témoins. La Cour pénale internationale avait annoncé le 11 mars dernier la jonction des affaires Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La première date de leur procès, fixée au 7 juillet 2015, a été renvoyée au 10 novembre de la même année, et puis au mois de janvier 2016. Entre tous ces reports, le juge allemand Ebertam Schmitta a demandé à être déchargé de ses affaires de juge au sein de la chambre préliminaire 1, chargé de l'affaire Gbagbo Blé Goudé. La présidence de la CPI a donc fait droit à sa requête dans une décision rendue publique le 21 décembre 2015. Et donc, le 28 janvier prochain, c'est son remplaçant, le juge italien Kuno Jacob Tasfusser, qui présidera l'audience d'ouverture du procès. Pour rappel, Laurent Gbagbo et son fils Charles Blé Goudé sont poursuivis par la Cour pénale internationale pour leur présumée responsabilité dans la crise post-électorale qui aurait fait plus de 3000 morts selon l'Organisation des Nations Unies.
Nous allons donc faire place au débat, mais avant, c'est vrai que le programme il est chargé, mais nous n'allons pas oublier nos correspondants qui passent des nuits blanches à nous préparer des sujets qui intéressent pas seulement l'Afrique, mais le monde en général. On parle beaucoup de l'extravagance, de l'extravagante candidature du milliardaire Donald Trump, vous êtes au courant, à la présidentielle américaine. Mais celle-ci pourrait être manipulée par une partie de l'establishment US, nous allons dire comme ça, pour favoriser en fait celle de Hillary Clinton. Donc, Yann Van Zeebroek nous explique les dessous de la présidentielle américaine qui concerne le monde entier et l'Afrique. Bonjour Yann. Bonjour Alain Michel Etnin, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent, bonjour aux panélistes. Cette semaine, revenons à ce qui va être l'élection la plus importante de ces dernières années. Je veux parler de l'élection présidentielle américaine. Car cette élection concerne le monde entier et nous montre vers quelle voie nous entraîneront les délires ou les velléités guerrières du nouveau patron. Le scénario qui se dessine est toujours le même, à savoir démocrate contre républicaine. Cette année nous a réservé un nouveau venu dans la course et le moins qu'on puisse le dire, c'est qu'il fait le buzz par ses déclarations tonitruantes et islamophobes. Je veux parler de Donald Trump. Il semble sortir de l'ordinaire des autres prétendants, mais ne nous y fions pas. Nombreux sites et réseaux sociaux le condamnent pour ses déclarations racistes et ses gesticulations qui pourraient le faire passer pour un personnage de Disney. Nombreux journaux étrangers s'attardent sur ces propos racistes que je condamne, par ailleurs. J'en veux pour preuve un journal pro-russe qui, d'une part, le sape, mais en même temps soutient le Front National. Petit bémol, dans toute cette agitation, il n'y a aucune réflexion profonde à ce jeu de dupes dont les dés sont pipés d'avance. Souvenez-vous des dernières élections françaises, lorsque la machine médiatique faisait écho au Front National comme un véritable danger pour la France. Souvenez-vous aussi que cette mécanique de la peur qui fut inventée par François Mitterrand dans les années 80 pour abattre la droite. Ce système continue à bien fonctionner. C'est le même phénomène qui se déroule aux États-Unis. Un homme d'affaires se lance dans la course à la présidentielle. Il semble différent et d'un point de vue sur la politique étrangère, voire même sympathique. N'en reste pas moins que ces déclarations incendiaires sur l'islam est un attrape-nigo et en tout cas fera en sorte que ce personnage ne sera jamais président des États-Unis puisque lui-même est l'arbre qui cache la forêt. Même un personnage comme Netanyahou lui fait interdire d'entrer en Israël pour islamophobie. C'est un comble. Pourquoi autant de battage médiatique, vous me direz? Une façon comme une autre de donner l'illusion de multiplicité, mais surtout pour placer le pion voulu par l'établissement Hillary Clinton, qui là paraît moins dangereuse. Malgré le fait qu'elle soit autant responsable que Bill Clinton de massacres au nom de la démocratie, n'oublions pas que cette femme est un véritable faucon sur tous les dossiers sensibles. En ex-Yougoslavie, par exemple, c'est elle qui pousse Bill Clinton à bombarder la Serbie. Durant son second mandat, elle fait nommer Madeleine Albright, celle qui déclara sur une chaîne internationale que la mort d'un demi-million irakien en valait la peine. Souvenez-vous aussi de la réaction et de son visage à la mort de Muammar Kadhafi. Cette femme fait frémir. Hillary Clinton a de gros soutiens. Premièrement, soutien financier. Elle a la Goldman Sachs derrière elle. Elle a le soutien, le lobby sioniste, l'AIPAC qui est derrière elle. Elle a notamment aussi tout ce qui est au niveau gouvernemental le plus puissant. Elle peut aussi compter sur le lobby LGBT, pour qui, les droits de la LGBT sont les droits de l'homme. Elle a aussi le soutien de tout le gratin bobo d'Hollywood, ainsi que la Ligue ainsi que les féministes. Elle compte attaquer l'Iran pour protéger Israël coûte que coûte. Nous les anéantirons, dit-elle. Reste à voir. Vous avez aimé Bush, vous aimez Obama, alors vous allez aimer Hillary Clinton.
Je voudrais terminer ceci en vous présentant un livre que je conseille vivement, qui vous montre exactement qui est Hillary Clinton, un livre écrit par Diana Johnstone, Hillary Clinton, la reine du chaos. Ce livre, qui est un parfait exemple de biographie, vous montre exactement qui elle est et sa dangerosité. Je vous le conseille vivement. Je vous remercie et passez un bon dimanche. Bon dimanche, Yann Van Zibroek. Nous, sans transition, nous allons dire déjà rapidement bonjour, Luc Michel. Bonjour à vous, mon cher Alain Michel. Bonjour à tous les panélistes, en particulier à mes amis Jean de Dieu ici et l'ambassadeur François Bicoro. Il y a actuellement beaucoup de bruit qui court, évidemment, sur les panélistes. Le but, c'est de déstabiliser Afrique Média. Ce sont derrière tout ça les mêmes officines au service de la France-Afrique, un carteron de traîtres aigris et quelques journalistes camerounais en mal de scoop pour trouver un public qu'ils sait bien en peine de trouver eux-mêmes. Tout ça fait partie d'un plan contre Afrique Média. Je salue les téléspectateurs. L'immense majorité d'entre eux, à part quelques esprits réfléchis, ont très vite compris de quoi il s'agissait. Massivement, depuis la nouvelle campagne, depuis une dizaine de jours, eh bien, ils se sont dressés pour défendre leur télévision, la seule télévision panafricaine, le seul front ouvert contre l'impérialisme, le néocolonialisme et l'exploitation en Afrique et dans le monde, Afrique Média. Voilà qui est dit. Luc Michel, vous ouvrez cet après-midi pour nous, je vais dire, l'un des dossiers les plus brûlants de l'actualité géopolitique, celui de la Turquie d'Erdogan en pleine fragilisation. Voici donc ma question. Quel rôle joue dans celle-ci l'attentat sanglant d'Istanbul attribué dernièrement à Daesh? Alain Michel, l'attentat d'Istanbul, évidemment, c'est un grand événement géopolitique. Il a été visiblement, je reviendrai sur les pistes, commis par Daesh. Il a extrêmement révélé le côté fragile du régime d'Erdogan. La nature de ce régime est très simple. C'est un parti, l'AKP, islamo-conservateur, apparenté aux frères musulmans, apparenté aux confréries musulmanes, notamment en Libye, ce qui explique qu'Erdogan a été le parrain du Conseil national de transition de Benghazi. Ce sont des islamo-conservateurs, ultralibéraux en économie. Leur but, c'est de liquider la société laïque. La particularité de ce régime, c'est son étroite alliance avec les néoconservateurs américains et le fait que le régime d'Erdogan représentait le modèle des Américains pour justement lancer le printemps arabe, c'est-à-dire un régime autoritaire, concentré sur un parti fort ou l'armée suivant les pays, appuyé sur un parlement aux mains de formations islamistes proches des frères musulmans. Avec l'attentat d'Istanbul, évidemment, tout ça est fini. La première chose qu'il faut constater, c'est la véritable panique qui s'est emparée d'Erdogan lui-même. Il a soufflé le chaud et le froid, il a raconté tout et n'importe quoi pendant la journée, accusant Daesh, accusant les Kurdes, accusant la Syrie. Le plus grand quotidien, évidemment, turc, Hurriyet, l'a démenti en direct en plein milieu de la journée. Pour un président qui se prend pour un nouveau sultan, cela évidemment la mettait fort mal. Derrière l'attentat, il faut constater, on le sait aujourd'hui, il y a évidemment Daesh. Pendant 4 années, Erdogan, avec ses alliés américains, qataris et saoudiens, a cru qu'il pouvait utiliser les djihadistes, qui, c'est vrai, sont des cousins idéologiques. Tous ces gens baignent dans l'idéologie dont la matrice est le wahhabisme saoudien et qatari. Ils ont cru qu'ils allaient manipuler ces gens, les utiliser. Ils ont oublié quelque chose. Il y a un proverbe qui dit que pour souper avec le diable, il faut une très longue cuillère. Erdogan a cru que, comme dans un méchoui arabe, il pouvait manger avec ses doigts. Il vient de se les brûler et jusqu'au coude. D'accord. Où en sont, Luc Michel, les projets grandioses géopolitiques d'Erdogan? C'est ce rêve de rebâtir un nouvel empire ottoman.
L'attentat, la faillite, la panique du régime, il révèle l'échec de ce qu'on a appelé les rêves néo-ottomans d'Erdogan. Erdogan rêvait d'une grande Turquie néo-ottomane, tournant le dos à la Turquie moderne fondée par Mustafa Kemal Atatürk et qui était en fait l'européanisation de la Turquie. Il espérait un grand bloc autour de la Turquie, lui permettant de contrôler le Proche-Orient, une partie de l'Afrique du Nord et l'Asie centrale. Ce grand projet, cette vision géopolitique, elle était intégrée comme sous-ensemble régional dans le fameux projet des néoconservateurs américains, ce qu'on a appelé le Grand Moyen-Orient, qui a été lancé en 2001, dont les agressions contre l'Afghanistan et l'Irak devaient être le déclencheur. Un livre du chef de file des néoconservateurs américains, Bill Chrystom, s'appelle d'ailleurs « Notre chemin commence à Bagdad ». Le problème, c'est que la résistance bassiste irakienne, mise en place avant la chute du régime par Saddam Hussein, n'a pas permis tout ça. Deuxième chose, évidemment, pour comprendre ce projet, c'est qu'il est issu d'autres projets similaires concernant le Proche-Orient lui-même, émis par les idéologues du Likoud dans les années 1995-96, ce qui explique d'ailleurs que Erdogan, s'il se posait en parrain, par exemple, des Palestiniens à Gaza, dans la pratique, menait de nombreux trafics et avait, comme les Saoudiens, une alliance géopolitique de facto avec les sionistes de Tel Aviv. Alors, en très peu de mots, Luc Michel, quel rôle a joué la Syrie à la fois dans les projets d'Erdogan et dans sa quasi-faillite actuelle? Le but d'Erdogan, c'était d'utiliser la chute du régime syrien, de la Syrie bassiste des Assad, pour lancer ce projet de Grande Turquie et initier en même temps pour ses amis américains ce grand Moyen-Orient et cette vague de changement de régime. 4 ans après, il faut constater, la Syrie des Assad est toujours là. Si elle ne contrôle plus qu'environ 30% du territoire national, c'est le territoire utile, celui de 7 grandes villes sur 8. La 8e, c'est Raqqa, qui est la capitale évidemment de Daesh. Les grandes villes sont en train d'être prises sous contrôle, comme Homs, Hama ou Alep, grâce à l'aide précisément de l'aviation russe. Il y a une dynamique aujourd'hui qui fait que l'armée arabe syrienne est passée de la défensive à l'offensive. Et donc, Assad ne s'est pas effondré. Il ne s'est pas effondré pour différentes raisons. Il y a la solidité idéologique du régime. Il y a la légitimité populaire des Assad qui ont assuré cette Syrie multiethnique, multireligieuse et multiculturelle. Ce que veulent détruire aussi bien les Turcs que les Américains, que l'Alliance Atlantique, que les djihadistes. Il y a aussi évidemment la solidité de cette armée idéologique qui est l'armée arabe syrienne avec son appareil sécuritaire et ses milices populaires. Eh bien, au lieu de renverser le régime des Assad, c'est le régime Erdogan qui vacille sur ses bases. La deuxième raison pour laquelle Erdogan s'en est pris à la Syrie, c'était le pillage économique. On a vu notamment quasi la totalité des industries d'Alep lorsque la ville est tombée sous le contrôle des djihadistes. On nous a dit à l'époque l'ASL, c'était en fait la composante djihadiste de l'ASL, le Jabhat el-Nosra, précisons-le, Al-Qaïda en Syrie, allié de l'OTAN et de Washington. Eh bien, le pillage s'en est suivi. Le pillage ensuite par Daesh du gaz et du pétrole syrien et irakien, tout ça passe par la frontière évidemment turque et sert à renforcer une économie turque qui est mal en point et qui s'effondrerait sans cela. Un autre exemple, c'est cette industrie nationale qu'est la production de coton en Syrie. Le coton, c'est une industrie textile stratégique. Il n'y a pas assez de coton pour habiller tous les habitants de la Terre. Eh bien, tout ça actuellement est pillé vers la Turquie, vendu par les firmes turques. La troisième chose que voulait évidemment Erdogan, c'était de régler la question kurde, de réduire évidemment les 3 foyers de la résistance kurde, qui est l'ennemi principal d'Ankara. Il fallait régler le cas
de la région autonome kurde d'Irak, celle dirigée par les Barzani et dont la protection américaine a fait un État de facto indépendant. Il s'agissait de régler le cas de l'État lui aussi de facto indépendant, mais là, avec l'accord de Damas, qui est la zone contrôlée par le PYD, la branche syrienne du PKK. Il y a enfin, évidemment, dans tout cela, la volonté d'en finir avec le PKK même, qui anime une guérilla en Turquie. Tout ça a également mal tourné, puisque d'une simple situation d'insurrection, on est maintenant dans une quasi-guerre civile dans les provinces kurdes de la Turquie. Là, c'est l'échec encore. Eh bien, nous sortons par là, Luc Michel, rapidement. La radicalisation du régime autoritaire d'Erdogan, c'est une question, hein, s'explique-t-elle par son échec annoncé? Quel rôle, pour vous, joue l'intervention russe en Syrie dans ce qui ressemble chaque jour davantage, on va le dire comme ça, en une fuite en avant? Voilà, rapidement, Luc Michel. L'AKP, évidemment, elle est face à un risque de changement de régime. Face à cela, elle s'est radicalisée. C'est un parti aujourd'hui autoritaire et répressif. À l'intérieur, et évidemment, cet autoritarisme et cette répression, elle dresse une grande partie du peuple kurde, notamment les jeunes, contre les islamo-conservateurs d'Erdogan. Autre échec, évidemment, c'est qu'Erdogan s'est fait, à cause de la Syrie principalement, un ennemi de la Russie. Il doit faire face aujourd'hui aux sanctions qui frappent aussi les exportations d'hydrocarbures. Face à ça, et la principale ressource de la Turquie, qui frappe les échanges, qui frappe aussi les exportations d'hydrocarbures. Face à ça, évidemment, la suite, évidemment, de ce qui se passe avec la Russie, c'est que les alternatives qui existaient géopolitiques à l'émergence de la Turquie devant s'insérer dans de plus grands ensembles géopolitiques et géoéconomiques, les portes sont en train de se fermer. La première porte qui se ferme, évidemment, c'est à l'ouest, c'est l'Union européenne. L'Union européenne vient de renouveler les négociations avec la Turquie, mais la méfiance règne partout. Il faut voir un journal extrêmement opposé à la Russie et à la Syrie, qui est Libération à Paris. Libération exprime évidemment toutes les réserves aussi, parlant de la Turquie Erdogan comme de nouvelles poudrières du Proche-Orient. Deuxième porte qui sont en train de se fermer sont les alliés politiques au sein de l'Europe d'Erdogan. C'est le Parti populaire européen qui évidemment unifie au sein de l'Europe tous les partis chrétiens, démocrates, socio-chrétiens, chrétiens conservateurs. Il y a notamment les socio-chrétiens belges. Il y a surtout la puissante CDU-CSU de Mme Merkel, principale force du PPE. Ces gens sont des alliés évidemment d'Erdogan. Erdogan lui-même ayant obtenu pour l'AKP, c'est le cadavre dissimulé dans le placard de la politique du Parlement européen de l'Allemagne, de Merkel, de la Belgique. Erdogan ayant obtenu pour l'AKP un statut de parti membre du PPE observateur. Des gens aujourd'hui se manifestent pour que cette politique s'arrête. L'autre alternative, c'était de tourner le dos à l'Union européenne. C'était ce que l'on appelait le racisme turc ou le bantouanisme. Le Touran, c'est le mythe d'origine des peuples turcophones. Et le bantouanisme, c'était une idéologie dans les années 20 qui visait à les unifier. Ça n'a pas marché à cause de la domination soviétique sur l'Asie centrale. Il y a aujourd'hui un courant eurasiste turc qui s'inspire de ça, qui est également présent en Hongrie, peuple lui aussi d'origine turcophone. Eh bien, l'alternative que proposait cet eurasisme turc, c'était principalement l'inclusion dans l'Union économique eurasiatique de Poutine. Et également dans l'organisation de coopération de Shanghai. La sale politique d'Erdogan avec les djihadistes en Syrie, elle a fermé aussi cette alternative. La Grande Turquie d'Erdogan aujourd'hui, c'est un État referré sur lui-même, un régime referré sur son autoritarisme. C'est la fin du rêve de l'expansion. Comme j'expliquais ici, à avoir voulu tout gagner en déstabilisant la Syrie, Erdogan a vu la déstabilisation lui revenir comme un boomerang à l'intérieur même de la Turquie. C'est aujourd'hui un régime fragile dont on attend la fin. Luc Michel, merci. Merci à Van die Broek, nos fidèles correspondants de tous les dimanches. Nous allons très rapidement, et ce sera sans transition, revenir parler, mesdames et messieurs, du procès de Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. Beaucoup de tractations autour, mais pour le moment, Père Sadio, enfin, on peut dire que le procès, plusieurs fois reporté, aura lieu. Le procès de Laurent Gbagbo. On n'en serait jamais arrivé là si la volonté des gens de nuire n'était pas. C'est un problème qui devait être résolu facilement. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi Wade Ben Souda insiste à vouloir porter ce problème. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui cloche.
Moi, j'ai toujours dit, pour rassembler les enfants de Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin d'amener Gbagbo à la haie. Blé Goudé s'en est suivi. C'est devenu complètement une fraction. La Côte d'Ivoire a eu une fraction terrible. Et c'est pas facile de cicatriser ces plaies. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre avec cette justice. Mais déjà, vous voyez comment on le dit par votre titre, sous-titre, que les juges même n'accordent pas le violon. Je crois que le juge allemand voulait démissionner. Il a démissionné. Voilà. Parce que la justice des hommes, des fois, est bizarre. Qu'est-ce qu'il voudrait que ces Africains seuls qui partent à la Cour pénale internationale, dans cette Cour pénale internationale, Sarkozy Soblad, Bush Soblad, et tant d'autres. Il y a des gens, d'ailleurs, on devrait mettre en question l'esclavage même. Ou quand tu résistais, on se jette dans la mer, tu es la nourriture des requins. On a pardonné. Bon, c'est une bonne nouvelle quand même de savoir qu'on se rapproche de l'échéance. Oui. Parce que ça fait 5 ans environ qu'il est... Ça, je vais dire aux Ivoiriens, je suis sûr que Gbagbo sera libéré. Okay. Mais quand Gbagbo sera libéré, il se calme, le calme. Et ça, c'est raison garder. Ils vont savoir que le triomphe de la justice souvent. Parce qu'il y a trop de gens dans... Est-ce que vous pensez à un scénario où Gbagbo, libéré, va reconquérir le pouvoir en Côte d'Ivoire? Absolument. 5 ans, c'est rien. Il reviendra peut-être mieux. Et même la prison souvent est sage pour les gens. D'accord. Très réfléchi. Okay. Et peut-être on verra un nouveau Gbagbo plus fort qui nous l'a aidé. Merci beaucoup, Père Wassalou. Merci. Cela permet de devenir vous, Monsieur Paul King. Il y a une dame, Fatou Bensouda, la procureure, qui insiste sur un nouveau report. Nous en revenir en plus pour plus de détails. Est-ce que vous pensez, à votre niveau, que ce procès pourrait connaître un nouveau report à un moment donné? Oui. Alors vous êtes sûr que le procès aura lieu le 28? Monsieur, oui. Permettez-moi de dire un mot par rapport aux images que j'ai vues tout à l'heure. Concernant les nouveaux locaux d'Afrique Média, je tiens à rappeler qu'il y a environ 4 ans, j'ai franchi pour ma première fois les portes de ce studio que je reçois. Et j'ai eu l'honneur d'être invité à cette époque par le patron même de la chaîne, qui quelques mois plus tard a fait de moi le premier consultant permanent d'Afrique Média. C'est un jour de Pâques. Et il y a, comme je l'ai dit tantôt, l'année dernière, je n'ai pas été très présent, mais j'ai été surpris il y a environ une semaine d'être invité, malgré mes multiples occupations, qui connaît d'ailleurs. Quand il m'a invité, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose de bien et de mieux qui était en cours préparatif. Donc je suis ravi. Comment les choses s'éclaircissent davantage. Pour un meilleur bonheur de cette chaîne, il m'a encore invité pour que je participe à ce bonheur. Je dois lui dire félicitations, monsieur le PDG, parce que dans notre jeunesse actuelle, il n'est pas facile de trouver des jeunes qui réalisent de si bonnes choses. D'accord. Ceci dit, je reviens à votre question. Est-ce que vous pensez que le procès sera maintenu au 28? Vous savez qu'à la CPI, il y a le droit et la politique. Et vous savez également que la Côte d'Ivoire est un pays phare dans cette zone qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest. On ne peut pas continuer à retourner le couteau dans une plaie. Certainement, quelque chose passe dans certaines officines pour arriver à une certaine accalmie et surtout avancer vers la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et cette réconciliation, me semble-t-il, passe aussi par une certaine solution visant à permettre l'agissement de Laurent Gbagbo. Parce que personne ne peut dire en politique. Est-ce que vous pensez que le procès, après ce que vous observez sur le terrain, les différentes transactions, que le procès sera mené au 28 prochain? Le procès peut ne pas être maintenu, mais l'objectif du procès, c'est quoi? Parce qu'il a été reporté déjà. On peut continuer avec des reports, mais l'objectif, il faut chercher à retrouver quel est l'objectif poursuivi. L'objectif, c'est d'arriver à une situation qui, au cas où Gbagbo est libéré, on avance plutôt vers la paix en Côte d'Ivoire. Ce que la communauté internationale, aujourd'hui, me semble-t-il, assagit est en train de... C'est pour ça que je vous pose la question, vous en tant qu'analyste, parce que Gbagbo ne sera jamais relâché s'il n'y a pas de procès. Est-ce que vous pensez, avec les éléments que vous avez, que le procès sera maintenu au 28? Est-ce qu'il y aura un scénario qui, du jour au lendemain, nous dire que non, il y a un nouveau report du procès? Vous pensez qu'on a le droit, on a raison de tendre? Il y a des forces en présence qui sont antagonistes. Notamment, nous ne l'oublions pas, l'historique nous montre que l'avance, l'Allemagne dont on parle d'un juge qui a démissionné, sont en train de s'affronter sur ce terrain depuis longtemps, beaucoup de personnes le voient. Mais l'Allemagne n'a jamais oublié qu'elle a perdu ses territoires en Afrique. Et le problème de Côte d'Ivoire est venu nous montrer davantage que ce problème de dualisme entre la France et l'Allemagne existe encore. Sachez-le, je l'ai dit tantôt, quand il y a un procès à ces pays, il y a le droit et la politique. Un juge allemand qui démissionne, sachez que l'Allemagne continue à revendiquer ses colonies qui ont été remises à France. Et donc, ce procès, me semble-t-il, a quelque chose de relan, de rancune. Et ne soyez pas surpris que
le procès soit reporté. Mais il ne m'appartient pas de le dire parce que je ne suis pas parmi ceux qui décident. Merci beaucoup. Dans votre champ, on comprend qu'il y a de fortes chances que le procès soit encore ajourné. Et j'en vais du côté du Tchad, justement, pour passer la parole à M. Kamalo Salif Tourabi. Je faisais savoir tantôt, Laurent Gbagbo a été écroué, il est détenu depuis environ 5 ans, c'était en novembre 2011, qu'il a été amené, déporté du côté de la Haye. Et les avocats ont toujours parlé d'une affaire politique, même si la Haye dit que ce n'est pas le cas. Monsieur Kamalo Salif Tourabi, votre analyse. Merci, M. Arieta. Je vous remercie de m'avoir renvoyé aussi, de me donner la parole. Et avant de répondre à votre question si pertinente, je voudrais saluer très sincèrement et fraternellement mon grand frère, président Bakari, et mon ami aussi François Bikoro et Sadio. Et il faut reconnaître que la CPI, dans son statut en tant que tel, n'est pas quand même une justice, hein. C'est une politique de rétention des Africains qui font ombre à l'opinion des grandes puissances internationales. La situation de la Côte d'Ivoire, c'est jusqu'à présent, nous vivons des rebondissements, des démissions au sein même de la classe judiciaire au niveau de la CPI elle-même. Il faut comprendre qu'il y a d'abord même un désaccord entre Madame Bessouda et le corps judiciaire. Ce qui veut dire que dans ce dossier de M. Gbagbo, il y a des épines, il y a des difficultés, il y a des contradictions, il y a des incohérences du dossier et qui posent un problème sur le jugement de ce dossier. Bref, ce n'est pas un problème de justice, c'est un problème politique, comme tout le monde le sait très bien, mais sauf que à partir du moment où la CPI impose à nos États, tels que l'Union ou notre institution panafricaine, qui est l'Union africaine, de faire en sorte que nos présidents soient poursuivis, vaille que vaille, n'importe quel lieu qu'ils se retrouveront, même au sein même de notre organe, au sein même de notre réunion, au sein de notre sommet, comme si on chasse même nos présidents à les arrêter. Il est temps que nous arrêtions avec cette cellule politique de l'Occident. Ce n'est pas une justice. Je pense même de vous dire que ce que nous sommes en train de vivre au niveau de Dakar, où les chambres africaines ont institué le procès de M. Abré, les anciens présidents tchadiens, c'est encore mieux que d'aller dans ce sens de la CPI. Donc, quant à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui par rapport à l'ouverture de ce procès, d'ici 10 jours, moi je pense qu'il y aura peut-être une ouverture partielle, mais le procès n'ira même pas parce que tous les ingrédients qui posent pour que nous allions à cette justice, cette ouverture totale de ce dossier n'est pas encore quand même réunie. Kamalo Salif Tourabi, pasteur Paul Pondy, je parlais tout à l'heure à l'entame de mon propos d'une audience de mise en détail qui a eu lieu jeudi dernier. Et pour ce qu'on a pu voir en image, Monsieur Laurent Gbagbo, costume noir et boudé également, veste bleue, paraissait tellement décontracté, c'est-à-dire qu'on ne disait pas de traces d'inquiétude sur le visage, alors qu'il s'avance vers une échéance quand même qui devrait les inquiéter. Comment expliquez-vous cela Merci, M. Alain Michel. Quand on est véritablement innocent, on a peur. Déjà, je dois vous dire que la stratégie que la France a mise sur pied, parce qu'il faut la nommer, ce pays a pour mission toujours de déstabiliser les États qui veulent prendre leurs responsabilités. Un homme comme Gbagbo, c'est un panafricaniste. Donc, c'est un monsieur qui est serein, malgré tout ce qu'on dit de lui. C'est un monsieur même qui est humaniste. Voyez-vous un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est un plan qui avait mis sur pied par cette France pour effectivement mettre Laurent Gbagbo de côté en usant dans toutes les voies qu'ils ont usées avec ce soi-disant, comment il s'appelle encore, le fameux président de l'Assemblée, Soro Guillaume. Donc, ils ont mis sur pied une stratégie de non-élimination physique de Gbagbo, mais de l'écarter sur le champ politique. Parce qu'ils savaient que ce qu'ils ont fait, par exemple, en éliminant Sankara, voilà que ça suit son cours jusqu'aujourd'hui, Kokoro n'aura jamais de paix dans sa tombe. Donc, ils ont révisé leur feuille et leur schéma. Ils ont dit, bon, on ne peut plus évoluer comme ça, puisque si on élimine physiquement Gbagbo Laurent, la Côte d'Ivoire restera ingouvernable. Parce que ils ont trouvé une nouvelle... Est-ce que vous pensez qu'ils trouvent déjà l'Afrique et l'Africain assez intelligents pour ne plus accepter ce genre de procédé barbare? Effectivement, Laurent Gbagbo a pris sur lui, il avait sur lui, c'est-à-dire qu'il est animé de bon sens. Et ça fonctionnait. C'est-à-dire que les 3000 Ivoiriens qui ont été tués par la force licorne, c'est tant que Gbagbo Laurent lui m'avait préparé. Il faut dire la vérité aux Africains. C'est-à-dire que c'est gars qui l'a préparé, qui se baladait avec Charles Blé Goudé souvent, et qui a pour mission d'arrêter l'opération licorne quand elle va vers le palais présidentiel. Et qui n'était pas armé, il faut préciser. Il n'était jamais armé. Souvent, quand il faisait cette marche, la force française arrêtait. Et puis, il prenait sur eux de ne pas agir. Mais sauf que là, Sarkozy, n'oubliez surtout pas,
il avait avisé à Mondovision qu'il donnait une semaine à Gbagbo et sa femme. Il avait chosifié ce couple. Il dit, je vous donne une semaine pour débarquer du palais présidentiel. Donc il n'avait pas qualité président de notre État pour demander à Mondovision, à un autre président, qui a une cour constitutionnelle, qui est établi par sa cour constitutionnelle, de débasser le plancher. Est-ce que c'est une preuve que la France a encore de colonie? Mais c'est justement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est ce genre de forfaiture machiavélique et mesquin qu'ils ont mis sur pied et ils prétendent avoir réussi. Non, avec Dieu, on ne réussit pas. La conscience africaine est maintenant debout. Toutes les personnes, même s'ils ne sont pas africains, même les Européens, là, voyez, vous avez des juges qui décidionnent. Parce que les preuves n'étant pas. Hein, on a dit, dans un dossier, les preuves sont insuffisantes. Un dossier, les preuves sont suffisantes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont conscients que ce monsieur, on veut juste l'écarter du schéma politique pour qu'il brigue un autre mandat, qu'il ne prenne plus notre confiance des Ivoiriens. Ils oublient une chose. Goudé est là, c'est véritablement la conscience africaine. Même s'ils écartent un jour Gbagbo, moi je souhaiterais que Goudé dise la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un peu un autre schéma, un schéma différent du colonialisme, un schéma qui a toujours valorisé l'humanité, l'humanisme des Africains. Parce que quand nous parlons, les Africains ne détestent pas les Blancs. Mais il y a des Africains prêts à mourir parce qu'ils n'acceptent pas l'injustice établie depuis des siècles par l'homme blanc. D'où l'esclavage, d'où le colonialisme. Ils ont prêté même des idées aux Noirs que le blanc était Dieu. C'est ça un être supérieur. Donc c'est ça le but maintenant. Ils vont faire cette parodie de procès. Ils vont dire qu'après, ils ont le bon sens, mais ils relâchent le grand Gbagbo. Non, Gbagbo est innocent. Vous êtes déjà sûr qu'ils vont le relâcher? Non, mais s'ils ne relâchent pas maintenant, parce que le but, c'est vraiment de retarder l'échéance. Il faut dire la vérité aux Africains. On peut ne pas le relâcher maintenant parce que c'est le retarder. Vous voyez comment ils ont fait avec Mandela. Mandela, il souffrait quoi? Il revendiquait les droits. Et voilà une image saine. Et quand nous parlons de Alain Michel Diena, un homme comme Mandela, je voudrais qu'on parle des Africains, qu'on n'oublie pas le détail de ce que les autres ont toujours oublié. Mandela croyait à un Dieu incréé. Il n'était pas un Dieu traditionnaliste. Moi, j'ai eu un de ses ouvrages qui disait que les 27 ans qu'il a passé dans la prison, souvent, Géolier le tabassait. Mais quand il était gêné, que le jour arrive, il se remet sur son lit, il dit à Dieu, toi que je ne connais pas, toi qui je ne prétends même pas maîtriser le nom, les autres disent que c'est comme ça, les autres disent que c'est comme ça. Mais s'il y a un être supérieur, je voudrais que ce jour, les Géoliens ne me disent pas comme ils ont fait veille. Et il dit que ce jour-là, il y avait une différence. Et il a passé 27 ans dans cette France. Et nous, on le résultat. Si aujourd'hui, il y a en Afrique des procès comme celui de Laurent Gbagbo, il faut comprendre la suffisance que, véritablement, l'injustice ne doit plus régner. Oui, donc la conscience africaine doit être revenue debout. Effectivement. Pour ne pas dire que le procès doit... Non, pour dire clairement aux Africains que Gbagbo, Laurent est innocent, Blé Déchel est innocent. Les gens qui sont tombés sous le coup de l'injonction de M. Sarkozy, c'est lui qui a donné l'ordre de bombarder. Et là, le palais présidentiel, le boulevard était ouvert, ils sont allés mépriser, humilier Gbagbo et sa femme et ses enfants. Merci, pasteur. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Nous comprenons avec vous que Gbagbo devrait être relaté, mais que le procès exprès est en train d'être retardé. Stéphane Tchoumo, comment vous avez accueilli déjà l'annonce du procès qui arrive à Grande Pompe? Parce que le 28, jusqu'ici, aucune date n'a été aussi précise que celle du 28 janvier. Alain Michel, merci de donner la parole. Avant de répondre à cette question, je voulais apporter quelques éclaircissements à ce que le grand frère disait tout à l'heure, le pasteur que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Mais il faut préciser que vous avez en face quand même ceux qui sont les avérés de Gbagbo, qui sont des gens sans loi, sans foi, qui sont même pour de tout sentiment d'humanisme. Donc la vocation pour eux, c'est pas de protéger l'intégrité physique de M. Gbagbo. On peut bien vous expliquer. Quand vous voyez le ministre, oui, en fait, les données, on parle des données ont changé. Vous voyez le ministre Tako, pourquoi il meurt? En réalité, ce qui se passe, vous savez, Gbagbo est réfugié dans la résidence. Dans cette résidence, il s'en rend compte qu'il y a une pluie même de mots qui est en train de tomber. Et ça rentre, il négocie, parce qu'il y a quelqu'un qui négocie avec l'ambassade de France. Je réalise que vous aviez décidé de finir. Ok, moi je découvre le faire. On lui demande qu'il faudrait qu'il sorte un tissu blanc, déclare que lui cesse les hostilités. Gbagbo doit aller. Le ministre Taglo dit non. En diplomatie, on a enseigné, nous on nous a enseigné que